Il a des jambes de feu, il a la peau sur les os, il a tiré au granon, il a gagné, c'est foutu. Jeu d'acteur en plus, jeu d'acteur, jeu d'acteur. Salut à tous les amis sur la quotidienne de Roue Libre, c'est toujours un plaisir de se retrouver avec le sourire en tout cas pour moi, un peu moins pour Polo, un peu plus pour Robin, ça fait plaisir, c'est mon public qui il m'achètera des places de concert quand je me ferai virer de Roue Libre et que je ferai carrière dans la musique. Comment T'inquiète, ça on va les dira pas, gars? on a personne pour présenter l'émission. Ça va Robin? Ouais, ça va. Il fait chaud, mais j'ai mis mon petit ventilateur derrière moi. Arrête, Donc tu tout va m'énerves, bien. j'en ai pas. Tu Ouais, comment m'énerves, j'en ça? ai pas. T'as J'ai pas un pas de ventilo? ventilo. Arrête, ça fait une Non. semaine, t'aurais pu acheter un ventilo, ça coûte 5 € sur le bon coin. J'ai pas 5 euros. J'ai pas 5 euros. Tu me payes trop mal, Robin. Tu me T'as payes trop tout mis mal. dans Winamax. Je suis désolé. Exactement. J'ai tout mis dans Winamax. Ça va, Polo, la forme? Ouais, ça va très bien. Petit coup de chaleur pour Joseph en début d'émission, comme Romain Bardet. Va falloir se ressaisir avant les étapes des Pyrénées. Non, mais Si tu veux attends, aller chercher un bon résultat, quand même. je suis pas sûr que ce soit moi qui soit le plus gênant pour le moment entre la chanson et la casquette. Je suis habillé en énorme basket X avec un petit t-shirt de Steph Curry que j'ai piqué au travail et la casquette d'Enix que j'ai piqué au travail, alors que je n'ai aucune appétence ni pour Steph Curry ni pour les Knicks. Comment tu peux ne pas aimer Steph Curry? J'ai jamais dit que j'avais pas Steph Curry. Le mec qui a rien compris. J'adore Steph Curry. Tu viens de dire que je n'ai aucune appétence pour Steph Curry. Non, Attendez, pour je les l'entends Knicks. plus. J'ai mon casque qui bug. Alors, Non, attends. il a dit que je Il a n'ai dit aucune ça. appétence ni pour Steph Curry ni pour les Knicks. Oui, mais ne pas avoir d'appétence, ça ne veut pas dire que je le déteste. Ça veut dire que je ne suis pas un ayatollah de Stephen Curry. Il y a une différence entre je ne suis pas un ayatollah et j'ai pas d'appétence. Bah, ne pas avoir d'appétence, ça ne veut pas dire ça. Robin, je sais que Non, ne pas avoir d'appétence, c'est quand t'as pas faim. Ouais, voilà, c'est exactement ça. J'ai pas d'appétence. C'est important. C'est le fait de Bon, vouloir bref. bouffer Curry. Alors, aujourd'hui, les gars, journée intéressante. Alors, sous différents points, un vainqueur inattendu, on va pas se mentir. Je pense que personne n'avait imaginé Hugo Hull l'emporter aujourd'hui après le mur de Péguerre. Mais eh bien, c'est une belle histoire. Lui qui malheureusement a perdu son frère, on va en parler. Avec quelques enseignements aussi au niveau du classement général. Pogacar a attaqué 2 fois, Vingegaard a répondu 2 fois. Et malheureusement, côté français, Romain Bardet a peut-être aujourd'hui perdu tout espoir de podium. Donc, gros coup de moins bien, on va en parler. Un David Gaudu en revanche qui continue à être pas loin du podium, mais on a l'impression que Geraint Thomas ne prendra aucun risque. Donc, ça va être peut-être difficile pour le podium, mais Robin et Polo, j'attends bien évidemment vos analyses pour me dire si oui ou non vous y croyez. On va bien évidemment, comme d'habitude, faire la Discord Fantasy pour savoir un peu où on en est. J'avance. En train de grappiller lentement, mais sûrement, peut-être tel David Gaudu. Il remonte au classement. Après, moi, je ne vise pas le podium. Je vise un petit top 10. Tu es donc Henrik Mas, c'est encore mieux. Tellement gros. Après un tir dans les premiers jours, hop, on essaie de Après, on n'est remonter pas tranquillement. dans le peloton, ils sont 150. Dans la Fantasy, on est 500. Alexander Vlasov. C'est vrai. Là, si tu fais le ratio, ça vaut un podium sur le tour, quoi. Ouais, après, oui. Ça s'entend. Donc, après l'étape d'aujourd'hui, on va bien évidemment aussi s'intéresser à l'étape de demain. L'étape de demain qui est donc Saint-Gaudens-Péragudes. L'arrivée à Péragudes qui est connue des suiveurs du Tour de France. Sinon, on va vous le présenter. Et on terminera avec 2 choses. Le quiz pour terminer à la toute fin. Robin, est-ce que vous avez fait un quiz quand j'étais pas là? J'ai entendu que vous avez fait un quiz, mais est-ce que vous avez comptabilisé? Ouais, le chat m'a battu, donc Polo est revenu à quelque chose comme 14-10. Ouais, 14-10, je crois. Et il a dû mettre des questions de chien. Non, c'était bien, mais c'était serré. C'était serré. En fait, j'ai trouvé 3 mecs dont c'était l'anniversaire aujourd'hui. Je suis allé voir sur PCS. Il y avait Yann Karsipou, Leif Host. Et en fait, le 3e, je n'ai pas eu le temps de le faire parce qu'on était long. Leif Host, très dur. Ouais, mais Robin et le chat l'ont eu très vite. Et j'avais aussi Omar Fraile dans ma besace, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Très bien. Ok, donc vous me rappellerez le score. Vous venez de me le dire, mais j'ai bien évidemment déjà oublié. 14-10. Et 14-10, ok. Et on terminera avec la rétro de Robin. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, mon Robin? On va parler du contrôle positif de Pedro Delgado sur le Tour 1988 qu'il a quand même gagné. C'est étonnant d'arriver à être contrôlé positif, mais de gagner le Tour de France. Donc on parlera de ça. C'est très très fort, effectivement.
malheureusement. Mais on va voir pourquoi et comment. Je suis pressé de savoir pourquoi et comment. Le programme donc est annoncé. On va donc parler immédiatement de cette étape. Je vous en affiche le classement final. Victoire de Hugo Houle. Hugo Houle. Je ne sais pas trop, Ouais, c'est commence pas québécois. à Donc, t'emballer sur C'est les ton, prononciations. c'est ton intro qui est houleux, Joseph. ouais, qui est houleux. Exactement. Tu parles bien la France. Et Valentin Madoise, un Français qui termine deuxième. Faudrait voir combien de fois on a eu un Français deuxième depuis le début C'est depuis le début Bah, du pas tant que la ça, Tour de non? première France. fois. Je crois même que c'est la première fois. Ouais, moi je dirais que c'est la première fois. Ouais. D'accord. Je Ok. vois Et pas. podium alors. Pinot fait 3. Ouais. Qui Pinot d'autre? fait 4. Il fait 4 et 3. Il Il fait fait 3 à 4 et Londres. 3, exact. Il fait 4 et 3, exact. Mais je vois Moi, je pas, je pense vois que c'est pas, la je vois meilleure pas paire que française sur ce tour. Ouais, C'est ouf. ouais, je pense que c'est la meilleure perf. Ouais. C'est pas dingo quoi. C'est pas Bah dingo. non. Non, mais Bardet, Laporte, Godu et Pinot 3e. Merci Bambi. ça Bah, se tu vois. rapproche. On va dire que ça se rapproche, mais j'ai l'impression que c'est plus dans les chiffres et que dans les faits, on en est quand même encore assez loin. Malheureusement, effectivement. Eh bien, vous savez quoi? On va direct parler du victorieux du jour parce que c'est pas celui qu'on attendait. On va pas se mentir. Mais Paul, ça reste une belle histoire quand même. Bah, c'est une belle histoire. En plus, il y a un storytelling sur ce tour aussi pour lui à qui on a un peu reproché pour certains d'avoir couru un peu n'importe comment alors qu'il était juste flingué sur l'étape remportée par Mats Pedersen à Saint-Étienne. Voilà, Hugo Hull a couru comme un cador. Il avait la latitude avec Michael Woods derrière lui, qui a l'air de retrouver des jambes aussi, son compatriote, pour pouvoir tenter un coup de loin en anticipation. Le fait est que je pense qu'ils imaginaient quand même que ça revienne de derrière et que Woods en profite. Résultat, ça s'est quand même très très bien boutiqué dans une échappée où pour le coup on a eu une hiérarchie qui était absolument à l'opposé de la hiérarchie que j'aurais pu imaginer quand j'ai vu le groupe partir devant ce matin. C'est aussi ça qui fait la beauté de ce Tour de France, c'est qu'on est quand même pas mal servi niveau surprise et niveau belles histoires. Donc, alors certes, on n'a pas vu une énorme passe d'armes pour le général aujourd'hui. Encore, il y en a des choses à dire. Mais par contre, voilà, encore une fois, une belle histoire. Encore une fois, un très beau groupe d'échappés qui va au bout avec des coureurs qu'on n'attend pas. Donc, pour le coup, on est servi. Ça, pour le coup, depuis Non, mais le début de ce tour, pardon, on est très servi. Ouais. c'est vrai, mais franchement, Hugo Hull, quoi, 31 ans, chez Israël. Le mec, 3 victoires pro, c'est sa troisième. Et les deux premières, c'était contre la montre du national du Canada en 2015 et contre la montre nationale du Canada en 2021. Oh ben, c'est quand même fou cette histoire. Bah, lui, il le considère comme sa première victoire pro. Aujourd'hui, il l'a dit en interview, il n'avait jamais gagné chez les pros avant ça. Donc c'est en effet assez incroyable. Il a tellement pas gagné que sa célébration est vraiment bizarre. Paul, affiche la photo. Mais elle est S'il te pas plaît. bizarre. Elle est Elle est remplie ouais. d'émotions. Il est Oui, en bien train de sûr. En chialer. plus, il montre son Non, frère et tout. il est en train de C'est chialer toutes les magnifique. larmes de son corps. Non, mais La photo ne lui rend pas hommage. c'est pour ça que je parlais de belles histoires. Mais par contre, il y a un truc, et Bambi le dit très bien dans le chat, ça fait encore la part belle aux attaquants de loin, à ceux qui anticipent. On parlait de Matthews, on parlait de Pedersen aussi. Là, on a Hugo Hull. C'est pas la première fois qu'on le voit sur ce tour. C'est pas la première fois qu'on le voit aussi de manière plus globale sur ce genre d'étape. Bravo à lui d'avoir anticipé, même si c'était le jeu stratégique d'Israël Première Tech, pardon, j'allais dire encore Startup Nation. Young Girls, pareil, oui, merci les gars, vous faites bien de me le dire. Ben voilà, ça peut peut-être donner des idées à certains, et encore une fois, mettre plusieurs coureurs plusieurs coureurs de ton équipe dans l'échappée, ça paye, et encore une fois, ça a payé. Donc bravo aux Canadiens, et bravo aux Canadiens dans leur globalité aujourd'hui. Surtout, on avait un peu, certains avaient pu un peu le critiquer quand il avait roulé avec, c'est quel jour? C'était avec Pedersen ou non, c'est Oui, ça. c'est ça, avec Pedersen à Saint-Étienne. Et que finalement il roule pour aller faire troisième. Ah oui. Certains avaient dit il roule pour faire 3, c'est dommage. Et lui, il avait clairement dit à l'arrivée qu'il était content de faire 3. Je trouve que c'est une super histoire pour lui que quelques jours plus tard, il réussisse à claquer une étape. Franchement, on l'attendait quand même pas. Et ce qui est marrant, c'est que Hugo Hull, c'est un mec qui a tout le temps des histoires incroyables.
Je sais plus sur quel. Il y en a dans le chat qui demandait qu'est-ce qui s'est passé avec son frère. Du coup, c'est son frère est décédé il y a une dizaine d'années, renversé par un chauffard. Et il y avait une autre histoire qui a rien à voir, qui est bien moins dramatique. Mais Hugo Hull, il y a quelques temps, il y a quelques mois, sur je sais plus, c'était un Giro peut-être. Il était le dernier coureur de son équipe, encore en lice. Il ne restait plus que lui. Alors, dans le chat, je suis sûr que vous allez avoir la ref et que vous allez pouvoir me dire exactement sur quelle course c'était. Je me Bah, rappelle c'est juste que simple, c'était un grand tour. Il a fait le Giro en 2015 Ah, c'est et, Paris-Nice. et en Paris-Nice. 2016. Donc, Pardon, Paris-Nice, c'est d'accord. Paris-Nice, ouais. On a des Avec, vraies bibles dans le chat. avec les cas de Covid. Donc, bref, c'est assez Un cool. alcoolique qui a renversé son frère le 21 décembre. Ouais, juste avant Noël. Donc voilà, très cool pour Hugo Hull. Franchement, c'est un mec qu'on connaît un petit peu en France puisqu'il est passé chez AG2R pendant de nombreuses années. Donc, Et moi, en plus, il, je en vais plus, pas il est mentir, francophone. j'en Donc, avais pas de souvenir. Hein. bah, si, quand même, tu sais qu'il était là, quoi. C'était un petit peu malgré tout un personnage du cyclisme français et en plus francophone. Donc, ça aide pour potentiellement, tu vas te sentir un peu plus proche du coureur si tu parles pas d'autres langues. Donc, je pense qu'il y a pas mal de monde qui est assez content de sa victoire aujourd'hui. Dans l'échappée, il n'y avait pas grand monde où je me disais, j'ai vraiment très envie d'une victoire de ce mec-là, même si évidemment ça aurait été cool si ça avait pu être une victoire française. Mais voilà. Et merci dans le chat à Gandalf et à Octane pour leur sub, c'est cool. Ah, c'est cool, merci beaucoup. Première victoire québécoise sur le Tour de France, nous dit Michel. Ouais, Tu c'est as ça. tout à fait raison. Est-ce que c'est une victoire française du coup? Un peu, hein, on prend. Après, le problème, c'est qu'on va aussi Il y a intégrer les Belges. Hein. le tweet Belges. le tweet de la Les Fédération Wallons, ils française ont de pas la de loose qui rappelait que Hugo Hull n'était pas français. Hein. Ils sont bien attelés à le rappeler. Effectivement. Et apparemment, il était policier avant. Voilà. C'est Gandalf qui dit justement que c'est que lui, en tant que policier, qui a découvert le corps de son frère en premier. Mais non. Donc, une histoire, si, c'est lui qui a retrouvé le corps et c'est une histoire bien glauque. Ouais. Quand Steve Chenel en parle un peu, lui qui était coéquipier avec lui à G2R, je crois, si je dis pas de bêtises, ou peut-être ailleurs, je me souviens plus. Je pense que c'est quand il en parle, il avait vraiment les tripes qui se serraient. Ils étaient ensemble en 2014, effectivement, chez AG2R. Qui est plutôt un mec rigolard et cool d'habitude. Là, tu sentais qu'il était très, très, très touché. Ouais, effectivement. Bah, écoutez, belle histoire en tout cas que cette victoire d'Hugo Hull. Et on va parler de Sepkus, les gars, dans le chat, vous inquiétez pas, parce que là, ça me taquine un petit peu. Ah, bah oui, gros. T'as eu des commentaires très durs aujourd'hui sur l'émission. Il va falloir en parler. On en parlera tout à l'heure. Mais je maintiens, Ah, ça assume. Bon, Valentin Madouas qui termine deuxième, messieurs. Donc la Groupama FDJ, qui on le rappelle, avait 3 hommes dans l'échappée, avait Valentin Madouas qui fait 2, Michael Storer qui fait 5, et il y avait Olivier Legac qui a été lâché relativement rapidement dans le port de l'Ers, donc il n'a pas pu se battre pour la victoire. Et donc voilà, Groupama qui va chercher une deuxième place, un nouveau podium. Robin, à la fin de l'étape, tu es Marc Madiot, quel est un peu au-delà de David Gaudu, même même si ça stratégie. Je pense que ça peut intégrer un tout. Peut-être déjà la deuxième place pour Valentin Madouas, pour lui-même, c'est un beau résultat qui prouve qu'il est en belle forme comparé à comment il a commencé le Tour de France. Après, une deuxième place, ça sert à rien sur le Tour. Et Madouas, il va pas dans l'échappée pour ça, il va dans l'échappée pour gagner. Et malheureusement, il n'est pas assez fort dans le mur de Péguerre pour faire la différence. Il a expliqué que les lendemains de jour de repos, c'était pas là où il était forcément le plus à l'aise. Et c'est peut-être, il y a plusieurs facteurs qui lui coûtent sans doute la victoire, mais c'était peut-être un de ceux-là. Et il était quand même, je pense, un peu déçu de ne pas avoir gagné. Alors ça peut te mettre en confiance, ça montre un peu ta valeur en effet. Mais c'est pas pour ça qu'il était allé dans l'échappée, Valentin Madouas. C'était pour gagner l'étape, surtout quand tu te retrouves à 3 coureurs devant. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir parce qu'il perd sur vraiment qui avait les meilleures jambes. Et franchement, rien à dire. Sur la tactique, je sais que j'ai vu beaucoup de messages, je ne sais pas ce qu'en pense Polo, mais en mode, ils auraient dû attendre David Gaudu, qui était un petit peu lâché sur la fin du mur de Péguerre, pour l'aider à rentrer dans la descente. Moi, je suis pas aussi catégorique que ça. Oui, Van Aert a attendu Vingegaard, McNulty a attendu Pogacar, mais déjà, le temps de se laisser décrocher, ça prenait du temps. Gaudu, il n'aurait pas eu ses équipiers en un claquement de doigts au moment où il en avait besoin. Finalement, ça se trouve, ils se seraient relevés, ils auraient attendu Gaudu et ils l'auraient retrouvé une fois que Gaudu était rentré dans le groupe. Et surtout, à la fin de la journée, Gaudu, il est là, il est dans le groupe, il est rentré dans la descente, il perd du temps sur personne. Donc, pour moi,
il n'y a pas du tout de mauvaise stratégie de la part d'FDJ, de Groupama FDJ. On fait une mauvaise stratégie, c'est une stratégie où tu perds du temps. Si tu n'en as pas perdu, tout va bien. Aujourd'hui, ils ont joué. Peut-être qu'ils ont continué de croire à la potentielle victoire de Madouas. Moi, ce que je pense, c'est surtout qu'il y avait tellement d'écart que ça aurait pas été très utile de les faire se relever. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu filer ne serait-ce qu'un relais à Godu avant qu'il rentre dans la descente. Donc, honnêtement, je pense qu'on aurait pu avoir ce débat si Godu avait perdu du temps. Il y aurait forcément eu la question de pourquoi on a envoyé ces mecs-là en échappée plutôt que est-ce qu'ils auraient dû attendre, pourquoi on les a envoyés en échappée. Mais finalement, aujourd'hui, c'est sans conséquence, donc tout va bien. Je sais pas. Moi, je te trouve étrangement, car ce n'est pas à ton habitude, très permissif avec la stratégie, notamment la celle de la Groupama FDJ. Tu me dis, oui, là où je te rejoins, il n'y a pas de temps perdu, tout est bien qui finit bien pour la Groupama FDJ. À un moment, on a David Godu qui passe à 20 secondes à peu près de retard au sommet. Ouais. Pas très très loin derrière, tu as des mecs comme Yates, etc., qui à la fin prennent 1 minute 25 de retard et qui disent adieu à un potentiel top 5. En tout cas, moi, je le pense. On est passé, pour moi, à 2 doigts de la catastrophe. C'était risqué, ouais. On est passé à 2 doigts de la catastrophe avec David Godu, sachant que, au vu de la stratégie mise en place plus tôt, avec 3 coureurs dans l'échappée, tu pouvais potentiellement anticiper, comme l'ont fait avec leurs jambes, évidemment, ce qui a sûrement arrangé, comme l'ont fait McNulty et Van Aert, anticiper que l'un de tes gars attendent peut-être David Godu au besoin, soit à portée pour aider David Godu lâcher dans le mur de PR. Et c'était parfaitement imaginable de voir David Godu lâcher, bon, peut-être pas par Geraint Thomas, mais au moins par Pogacar et Vingegaard, et devoir faire la descente à fond et rattraper le maximum de temps avant l'arrivée à Foix. Moi, je ne vais pas tirer à boulet rouge sur la Groupama FDJ parce que, comme tu le dis, Robin, ils s'en tirent bien. Moi, je dis qu'ils ont eu énormément de réussite et que ce soir, ils ne devraient pas fanfaronner. Ils ont fait un choix, notamment d'enlever Madouas à côté de Godu, d'enlever Storer à côté de Godu. Ça a été, on va dire, pas dramatique, presque payant parce que Madouas fait tout de même 2. C'était quand même risqué, t'enlèves ta garde rapprochée, tout simplement. Avec Kevin Geniet, c'est quand même les 3 hommes qui sont vraiment dévoués à David Godu depuis le début de ce tour. Tu en envoies 2 de ces 3-là en échappée, tu te demandes un peu pourquoi. Tu as l'impression que sur la montée... claquer l'étape, Polo. Ils ont voulu... Alors, il y a aussi Godu qui disait en interview, il a dit à Madouas hier soir, demain c'est ton étape. Donc ça avait l'air aussi d'être une volonté de Godu de laisser son pote aller claquer l'étape. Donc moi je pense que foncièrement Godu il n'est pas surpris d'être tout seul, et si tu avais les mecs à 1 minute devant, je te dis ok, attends-les, mais là il y a 6 minutes d'écart, ils arrivent à combien au final? Enfin, il y a un gros écart, quoi. Ouais, c'est-à-dire que s'ils l'attendent, ils sont pas là tout de suite. Est-ce que Vingegaard et Pogacar ont eu besoin de Van Aert et McNulty? Pas du tout, parce qu'ils les ont récupérés quand même un peu trop tard. Il aurait fallu les récupérer quand ils étaient isolés. Bon, il se trouve qu'en plus, ils n'ont pas vraiment forcé pour s'isoler. Mais finalement, ils ont servi à rien, ces coéquipiers qui avaient été placés devant. Moi, je vois dans le chat, je reproche à aucun moment au trio Le Gac, Madouas, Storer de vouloir jouer la victoire. La victoire était à portée, mais à partir du moment où tu as 1 minute 20 de retard au sommet sur Hugo Hull, et que derrière, dans le même temps, ton leader est lâché par Vingegaard, Pogacar et même un peu par Geraint Thomas, il y a un moment où ça aurait pu vraiment mal tourner. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de problème. Comme je te dis, je ne tire pas à boulet rouge sur la Groupama FDJ qui visiblement maîtrisait son sujet. En tout cas, je l'espère. Mais je le rappelle, Adam Yates, qui est lâché pas loin derrière Godu, finit à 1,25 ce soir. Si Godu ne fait pas le jump et n'arrive pas à revenir, qu'est-ce qu'on dit de la stratégie de la Groupama FDJ qui a envoyé 3 mecs en échappé devant, personne ne s'est relevé, dont 2 personnes de sa garde rapprochée. Qu'est-ce qu'on dit aussi de ceux qui sont derrière? Où était Genietz, où était Pinot? Moi, je suis désolé, mais à la pédale, on ne peut pas aujourd'hui demander à Kevin Genietz ou à Thibaut Pinot d'aider David Godu à ce niveau de compétition-là. Il n'y avait plus personne. Les seuls équipiers qu'il y avait, c'était Sepp Kuss et à la limite un peu Raphaël Maïka. Je suis d'accord avec toi, c'était risqué. C'était risqué, ça passe. On oublie, mais on fait attention. Ça peut être un petit avertissement quand même à vouloir aller jouer l'étape. Ça, je trouve ça malin. Il faut que la Groupama FDJ ne mette pas ses œufs dans le même panier. Et je trouve qu'elle le fait depuis le début de ce tour. Mais attention à ne pas non plus briser les chances de très bon classement général pour David Godu. Après, il y a un élément, Paul, aussi, qui peut rentrer en compte. Ouais, c'est quoi cet élément, Joseph? Eh bien, regarde, Polo. Regarde, c'est le classement par équipe. Oui, il y a ça aussi. Par équipe. Madouas 14e, non? De quoi?
Le fait que Madouas gagne une place au général? Non, le classement par équipe pour la Groupama qui passe devant le Jumbo-Visma. Et ça peut être un objectif d'équipe de laisser 2 coureurs avant le peloton. Et donc, Ouais, au final, ouais. Là, on si, est... si Storer attend derrière le peloton, bah, potentiellement, et puis ils n'ont pas autant d'intérêt. Ça va se jouer un peu. Aujourd'hui, ils Ça sont à doit... 28 minutes d'Ineos. C'est des énormes points. Groupama, ils sont pas mal au classement UCI pour la relégation. Ça devrait aller. Mais c'est des gros points aussi, le classement par équipe sur un grand tour. Donc, Je, et puis, c'est des gros sous aussi. Hein, donc, je sais pas, peut-être que les gars dans le chat, je me suis intéressé un peu au classement UCI tout à l'heure parce qu'Israël fait quand même une bonne affaire. Elle revient se placer aux portes de l'UCI pour le coup, aux portes du World Tour. Avec son très beau Tour de France. Et tiens, tu sais quoi, je ne sais plus si je l'ai pris en photo. Mais Mais ça, le par problème, contre, c'est pour qu'on ce peut qui est pas du. savoir, on peut pas savoir si Groupama FDJ se dit on laisse Madouas non, on peut aller pas. faire un Ça, c'est sûr podium. qu'on peut pas savoir, On mais sait rien, quoi. on peut se dire que c'est un élément aussi qui Moi, peut rentrer j'espère en que c'est compte. pas le cas parce que la Groupama FDJ, ils ont de la marge là-dessus. Mais oui. Non, Donc, mais par contre, j'espère que c'est pas le la classement par motivation. équipe, peut-être que ça a une dimension. Je ne sais pas, j'arrive même pas à voir. Moi, Économique, peut-être, parce que économique, tu gagnes pas peut-être. grand-chose non plus, Mais mais t'es pas premier. Oui, T'es pas pas pour le premier. classement c'est ça, UCI, tu joues pas la pas victoire. pour Il y le a quand même une classement demi-heure UCI, d'écart mais avec Ineos. pour des sous, quoi. Mm. Donc, Mais bon, en tout cas, moi, je pense que la manière dont ils ont couru, c'était pour gagner l'étape. Je pense que ni plus ni moins. Après, je pense qu'à chaud, c'est quand même compliqué de se dire qu'un mec qui a une 20 avec 30 km, 30 km de descente à faire, un mec qui a une 20, bah, peut-être qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient les rattraper. Mais bon, visiblement, je sais pas. Écoute, ils ont joué pour la gagne. Ils ont eu de la chance parce que ça aurait pu vraiment mal tourner. On va rester là-dessus. C'est un très beau résultat de Valentin Madouas qui prouve encore une fois qu'il est vraiment en grande forme sur ce tour et qui méritait peut-être une latitude plus sympa pour aller jouer certaines étapes. Lui qui s'est vraiment cantonné à aider et à très bien aider David Godu depuis le début. Madouas, après qui a été fort, il passe à 2 doigts de la gagne. Derrière, David Godu rentre avec le bon groupe. Ils ont frôlé la correctionnelle, mais on va dire que c'est OK pour aujourd'hui. Et juste pour s'arrêter sur Michael Storer, qui avait fait de sacrés numéros sur la Vuelta, notamment en 2021. Est-ce que vous avez l'impression de retrouver le même coureur? Il a pas mal bossé sur les 2 premières semaines pour David Godu, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous l'imaginez quand même être capable de gagner quand même dans cette échappée? Est-ce que vous êtes un peu déçu de son niveau? Je ne sais pas. Storer? Ouais. Moi, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus costauds dans le mur de Péguerre, en effet. C'était pas l'échappée la plus incroyable en termes de grimpeur, quoi. Ça paraissait potentiellement abordable. Et il n'a pas pu suivre. Donc, s'il y a un petit regret, ce serait celui-là. Ouais. Moi, pareil, ce que je disais au tout début, Joe, Storer faisait partie des noms à cocher quand tu vois la grande échappée partir, avec 2 coéquipiers, avec ce qu'il a déjà montré en montagne, sur ce Tour de France, déjà aux côtés de David Godu et surtout à la DSM l'an passé. Tu te dis qu'il avait, au même titre qu'un Vlasov, qu'un Caruso, comme le dit Jess, son mot à dire avec ces gars-là, je pense. Mais on a eu quand même quelques surprises, quelques défaillances avec cette chaleur, avec ces pentes très, 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 très ardues. Et ça nous a donné de belles surprises. Donc, un peu déçu par Storer, qui en fait n'était peut-être pas plus fort que Madouas. Et Madouas a beaucoup travaillé pour lui quand même sur certaines portions. Ouais, c'était pas tout à fait clair. On sentait qu'en fait, l'un et l'autre bossaient. Ils avaient des l'un pour scénarios l'autre, mais différents. c'était Tu pas- vois que clairement, à l'arrivée, si ça arrive groupé, Madouas avait plus de chances que Storer. Ouais. Mais tu te dis que dans le mur de Péguerre, c'était Storer qu'on avait plus. Donc, C'est ça. compliqué à. Ça, pour le coup, c'est compliqué. Mais pareil, tu vois, on parle de stratégie. Peut-être définir une hiérarchie franche, peut-être un peu avant. Ils ont voulu un peu tirer sur les 2 tableaux. C'était pas simple. Je te l'accorde, Robin, je te vois venir. C'était quand même pas simple de voir avant les premières pentes. Surtout que si on se fiait à la hiérarchie intrinsèque, Storer aurait dû avoir les bénédictions de son équipe. Le fait est que ce Madouas du Tour de France 2022 est pas loin d'être au niveau de Storer sur ce genre d'effort. D'autres coureurs qui, on aurait pu imaginer être vraiment à la bagarre pour l'emporter. Alexander Vlasov fait 6 et Damiano Caruso fait 10. Donc Damiano Caruso qui sort. Caruso fait pas un tour dingue. Hein. Et Vlasov. Ouais, mais c'est pas enfin comparé au niveau qu'il nous a démontré l'an dernier. Et puis là, c'est un Tour de France qu'il vise. C'est pas le Caruso 2021.
Et puis, c'est pas C'est comme pas le si plus il avait malin. cette année, quoi. C'est pas le plus malin non plus. J'ai trouvé un peu étrange sa manière d'anticiper comme ça. Mais ça traduit peut-être un mec qui n'était pas sûr de ses forces aussi à la pédale. Et je pense qu'on l'a vu. On l'a vu aussi. C'est pas fameux pour les Bahreïn. C'est pas fameux pour Caruso comme ce n'a pas été fameux pour d'autres. Je me demande quel bilan ils vont faire de ce Tour de France. Mais pour l'instant, c'est pas cadeau pour l'équipe bahreïnie. Ouais, clairement. Et quelqu'un croit à une défaillance de Jonas Vingegaard, l'un de vous, Paul, Joseph ou Robin, une réaction, nous demande Arthur. Mais on y arrive très très vite. Alors, on va parler du classement général, cette bagarre pour le classement général, en voyant du coup que Jonas Vingegaard a réglé a été le premier des favoris en terminant dans le groupe à 5,54 du Goal. Et cette fois-ci, là aussi, c'est potentiellement intéressant, c'est que là où d'habitude Tadej Pogacar règle les sprints du peloton, cette fois-ci, c'est Jonas Vingegaard qui a terminé devant Tadej Pogacar. Il n'a pas été capable. Geraint Thomas termine 17e. Robin, qu'est-ce que tu en as pensé aujourd'hui de Tadej Pogacar? J'ai été content qu'il attaque dans le port de l'Ers. J'espérais qu'il attaque d'aussi loin, qu'il n'attende pas le mur de Péguerre. Donc j'étais content de voir ça. J'étais content qu'il attaque dans la descente aussi. J'espérais le voir également. Mais j'ai un petit problème avec les attaques de Tadej Pogacar ces derniers jours. Je trouve qu'il attaque pas à fond et il se retourne trop vite pour voir Vingegaard. Peu importe que ce soit en montée ou en descente. Alors déjà, il n'a pas attaqué forcément dans la partie la plus technique de la descente du port de l'Ers, ni dans celle du mur de Péguerre. Il n'a pas attaqué dans la montée de Péguerre. Est-ce que c'est parce qu'il était au taquet? J'avais un peu le sentiment qu'il était à bloc. Lui, il a dit que c'est parce qu'il y avait trop de monde autour de Vingegaard, qu'il y avait Van Aert devant et que de toute façon, ça aurait été vain et ça n'aurait pas fonctionné et que donc il a préféré garder de l'énergie. Ça, il n'y a que lui qui le sait. Par contre, ses attaques, j'ai rarement vu Pogacar comme ça finalement. Attaquer et il fait 30 mètres, il se retourne. T'es où? Quand il attaque dans le port de l'Ers, il attaque presque en regardant derrière, quoi. Il ne fait que se retourner pour voir Vingegaard. Et je me dis, vas-y, fonce. Encore plus quand il attaque dans la descente. Vas-y, faut la faire la descente. Faut pas faire 3 virages. Si tu veux Oui, qu'il parce que toi, il te donne Vingegaard. l'impression qu'il en a encore sous le pied. Bien sûr, parce qu'il en met plusieurs de suite, donc ça, il en a sous le capot. J'ai pas trop de doute là-dessus, mais en fait, il attaque. Et si tu veux lâcher Vingegaard dans la descente, par exemple, il faut enchaîner, il faut faire 15, 20, 30 virages. Et en fait, c'est le moment où Vingegaard va potentiellement rater un petit peu un virage. Il aura plus ta roue, il sera plus protégé du vent. Là, tu vas pouvoir, ça va devenir un duel, un contre un, puisqu'il aura plus d'avantage d'être calé dans ta roue. Et s'il a fait une petite erreur sur un virage, il va peut-être être un petit peu plus prudent sur les virages qui suivent. Et là, ta prise de risque peut être récompensée. Et tu peux prendre quelques secondes et ensuite faire fructifier cet écart-là en n'ayant pas Vingegaard dans ta roue. Pareil en montée, j'ai envie de te dire, tu fais une attaque de même pas 10 secondes, tu accélères 10 secondes, tu te retournes, tu regardes où il est, tu t'arrêtes. Peut-être qu'il faudrait essayer, si tu peux te le permettre, si tu as l'énergie pour, de faire une attaque qui soit plus longue et de voir si Vingegaard tient la durée. Parce que Pogacar, les attaques très courtes, 1, 2, 3 attaques, par exemple, sur l'étape où il a craqué au Granon, ça n'avait pas suffi à le lâcher. C'est finalement sur la durée que Vingegaard avait réussi à partir seul. Je sais pas. Moi, j'ai une autre vision des choses et j'espère en tout cas pour le spectacle que ce n'est pas celle-là. C'est que on a affaire à un coureur, Jonas Vingegaard, qui est beaucoup plus fort que Tadej Pogacar. Alors, dans ces cas-là, quelles que soient les attaques, quelle que soit la manière, quel que soit le tempo impliqué juste derrière, j'ai l'impression que ce n'est pas possible à l'instant T, à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire après 16 étapes, de lâcher Jonas Vingegaard en montagne. Alors, j'espère me tromper pour le spectacle, pas parce que j'ai une préférence ou quoi, mais j'aimerais bien que Jonas Vingegaard perde 30-40 secondes, voire 1 minute pour relancer le spectacle dans cette fin de tour. Mais j'en ai pas du tout l'impression. J'ai l'impression que Jonas Vingegaard se balade dans la roue de Tadej Pogacar, qui n'est aucunement mise en difficulté par aucune des attaques sur aucun des terrains sur lesquels Tadej Pogacar tente de le déstabiliser. Alors pourquoi il contre pas? C'est vrai, c'est ça. Moi, c'est ça qui me reste dans la tête aussi. Il a l'air super fort, je suis d'accord avec Polo. Je ne comprends pas non plus. Et pourquoi il ne comprend pas? Mais est-ce qu'il donne l'impression de ne pas pouvoir le faire? Moi, j'ai l'impression qu'il peut le faire tous les jours et que demain, sur une arrivée, moi, j'attends demain et surtout au Takam, j'ai quand même l'impression que sur l'une ou sur l'autre,
il va démonter Pogacar et j'ai peur qu'on se retrouve avec des écarts, bon, peut-être pas au niveau de ceux qu'on a eu sur le Granon, mais au moins un Vingegaard qui fait encore un très bel écart et qui met le Tour de France dans sa poche à ce moment-là. Franchement, je n'imagine pas, hormis faute, et c'est peut-être là qu'il faut aller chercher, là où je te rejoins Robin, c'est que là maintenant, tu le vois en montagne, tu n'arrives pas à le bouger. Fais les descentes, rends les courses compliquées. Demain, c'est 130 km. Fous le bordel dès le début. Tente un truc, je sais pas, fais n'importe quoi. tente un truc, tu dis que tu t'en fous de perdre. Prends le risque d'attaquer demain. Moi, j'ai bien aimé l'attaque dans la descente au début. Hein. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose, il va la faire. C'est ce qu'il faut faire, mais il prend tous les risques. C'est ça, stressé. Il parle de stresser Vingegaard. Il n'y a pas plus stressant que de se faire attaquer en descente, quoi. Il l'a fait, il fait une super descente et il s'arrête derrière. Je pense il faut qu'il insiste là-dessus, vraiment qu'il insiste. Demain, le problème, c'est que ça part sur du plat, mais c'est court et tu as largement les moyens de faire n'importe quoi. Enfin, de faire n'importe quoi, vous m'entendez, de vraiment foutre le bordel. Moi, demain, il faut qu'il attaque dès le pied du col d'Aspin. Il ne doit pas hésiter. Si tu es prêt à perdre le Tour de France, fous le bordel, essaye de le perturber. Et au pire, tu te rates et c'est Geraint Thomas qui gagne. parce que tu auras fait faire n'importe quoi à Vingegaard dans ta roue et les deux se seront tués et Geraint Thomas à Péragude reprend en 7 minutes. Voilà ce que je veux voir demain. Non, plus sérieusement, Pogacar doit continuer. Il ne faut surtout pas qu'il se fasse à l'idée que Vingegaard est imprenable, mais demain, il faut qu'il attaque. C'est inquiétant. De toute façon, chaque jour qui passe, chaque jour où Pogacar tente et ne réussit pas, évidemment, tu te rapproches d'une victoire de Vingegaard. Il faut dire la vérité quand même. Après, moi, je ne comprends pas comment Jumbo-Visma peut avoir finalement une stratégie qui ressemble à 2020, où tu as le maillot et où tu te contentes de gérer cette avance-là qui n'est pas énormissime. C'est-à-dire que tu as le moindre souci, tu hypothèques ton Tour de France. Et si demain, Vingegaard a un problème de vélo, j'en sais rien, dans une montée où il fallait pas parce que Pogacar venait d'attaquer, on a vu que c'est arrivé par exemple aujourd'hui à Rafal Majka. Bon, ok, c'est pas la même équipe, mais ça peut arriver. Et les mecs, je pense qu'ils savent quand même passer les vitesses. Malgré tout, ça n'empêche pas Majka d'avoir un problème de vélo dans la partie à 13%. Et là, tu perds du temps irrémédiablement. Donc, si ça arrive ça à Jonas Vingegaard demain ou après-demain, il sera bien content d'avoir pris le temps qu'il pouvait prendre partout où il pouvait. Or là, soit il est à bloc en fait dans la route Pogacar et il réussit à ne pas le montrer, auquel cas aucun regret. Soit il pouvait prendre du temps sur cette étape, sur l'étape de Mende, sur l'étape de l'Alpe d'Huez, et il ne l'a pas fait. Et dans ce cas-là, il faut faire attention à ne pas le regretter un jour, parce que Roglic, face à Pogacar, on pouvait se dire, on ne connaissait pas Pogacar à l'époque, on ne savait pas encore exactement ce qu'il valait. Aujourd'hui, tu sais. Mais après, ils n'avaient pas la même avance, tu vois, et Mère Bleue le dit aussi dans le chat. Je sais pas, je vois l'idée et je pense que ça a dû leur servir de leçon. Dans le chat, ils disent devin, ça va quand même. Roglic, Vingegaard, c'est pas un manchot. Roglic non plus, c'était pas un manchot. Et il lui prend 2 minutes quasiment à la planche des belles filles. Un peu moins, je crois. Une 50, il lui prend dans le chat. Et moi, j'ai mémoire de quasi 2 minutes aussi. C'est ça. Mais le problème du dernier chrono, c'est qu'il n'est pas en montée. Même si Pogacar a déjà fait la plupart de son retard. Il y a 2 petites boîtes d'1,5 km. Hein. Et Pogacar a fait son retard sur le plat. Ce qui était déjà assez incroyable. On ne se rendait pas compte au chrono. On était sous le choc. Moi, j'entends ça. Après. Je vais moucher, les gars. Je fais une petite pause. Il n'y a aucun problème, Robin. Prends soin de toi, Robin. Et. Moi, je rejoins Robin là-dessus. En vrai, je pense que c'est assez incompréhensible de voir Pogacar ne pas tenter de continuer de perdre, de prendre plus de temps à Pogacar. Surtout qu'on a l'impression qu'il en a largement la capacité. Après, moi, je fais partie comme Gasplas menace. Gaspla menace, voilà, Gaspard, qui doit s'appeler Gaspard la menace. Je le dis dans le chat. Je pense qu'il va faire un statement sur l'arrivée de demain ou d'après-demain. Mais c'est risqué, parce qu'imagine, tu te sens pas bien ce jour-là. C'est risqué, Robin. Imagine, tu dis, je mets tout à Otakam, et à Otakam, t'as la chiasse. Moi, je pense que justement, j'espère pas pour lui. Ça arrive au meilleur. Putain, t'as fait cette blague, je sais plus ce que je voulais dire. Putain, il parle de caca, ça y est, il perd ses moyens. Mais par contre, alors voilà, c'est ça. Je voulais parler de ça aussi. Vital qui dit il pleut demain. Je sais qu'il y a de l'eau, en tout cas à Paris. J'ai pas checké dans les Pyrénées. La température vous baissez un peu, je crois. À Paris, on va perdre 10 degrés entre aujourd'hui et demain, voire 15.
Est-ce que c'est la même chose dans les Pyrénées? N'hésitez pas à nous le dire, les gars dans le chat. Mais ça peut aussi changer. Ça peut changer la donne avec un Pogacar qui sera peut-être plus à l'aise. Moi, j'ai l'impression que dans le mur de Pégard, Pogacar, il est au bout du rouleau encore. C'est vrai que j'avais il pédale pas de la même manière. Il a le maillot grand ouvert, il a le masque. J'ai l'impression qu'il souffre énormément de la chaleur, contrairement Mauro Gianetti, son manager, disait hier, Ouais. je ne sais pas d'où ça sort, cette histoire de Pogacar qui n'aimerait pas la chaleur. Je n'ai jamais vu ça, je ne l'ai jamais vu spécialement en difficulté sous la chaleur. Est-ce qu'il bluffe ou pas? À vous de voir. Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que Pogacar, depuis la Vuelta 2019, je l'ai jamais vu autant en difficulté que ça. Je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou pas. On va voir. Gianetti, c'est beaucoup mieux que moi et lui aussi. Mais le fait est que je trouve pas que ce soit aussi un Pogacar extraordinaire. On parle du duel avec Vingegaard, c'est quelque chose dont je voulais parler aussi. Geraint Thomas, il n'est pas à 3 minutes derrière aujourd'hui. Il bascule à. Attends, je voulais pas parler de lui. Pourquoi? Mais parce que c'est pas intéressant ce qu'il nous propose. Mais ça, moi, ça m'énerve, ça. Oui, mais écoute, moi aussi, Mathieu, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve, mais qu'est-ce qu'on demande à Geraint Thomas? On lui demande de ne pas faire un podium. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est au max. Geraint Thomas, il est au max. Regarde, tu reproches. Qu'est-ce qu'a fait Gaudu? Qu'est-ce qu'a fait Bardet? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que Geraint Thomas? Bardet, allez, je te l'accorde. Ils ont tenté de sortir dès qu'ils ont pu et qu'ils ont vu que. Sur le Galibier. Bardet sur le Galibier a peut-être tenté. Qu'est-ce que les adversaires de Pogacar et Vingegaard ont fait de 1 et ont pu faire de 2? Moi, je suis désolé. Dès que les autres regardent, ils essayent. Mais Thomas, il va pas se mettre dans le roue, il va pas se faire péter le caisson pour nous faire plaisir. Ah bah non, ça je vois bien. Regarde, ça. Godus, ce qu'il a fait dans le port. Regarde Godus, ce qu'il a fait dans le port de l'Ers à vouloir contre-attaquer Pogacar et Vingegaard. Il en a récolté les fruits dans le mur de Pégase. Ça aurait pu être catastrophique. Aujourd'hui, Geraint Thomas, avec ses armes, avec sa forme, son équipe, etc., peut entrevoir un podium aux Champs-Élysées sur le Tour de France derrière 2 ovnis du cyclisme mondial. Je ne sais pas ce qu'on demande de plus à Geraint Thomas. En fait, moi, je te le dis il y a 2 choses. Il y a risquer de tout perdre pour essayer d'aller gagner, et il y a juste tout perdre. Parce que Thomas, il ne peut pas gagner, en fait. Mais c'est donc ça. Il va c'est votre vision des choses. J'ai une question au chat. S'il n'était pas français, si Geraint Thomas était français, est-ce qu'on lui reprocherait de courir comme ça? C'est une vraie question que je pose au chat. Dieu sait que je suis chauvin. Mais non, oui, parce non, que Joseph. Regarde, je trouverais héroïque derrière Pogacar. Moi, depuis le début du tour, je te dis, depuis le début du tour, Carapaz, il a fait quoi l'année dernière, Joseph? Regarde, parce que t'aimes bien Carapaz. Il a fait quoi l'année dernière, Carapaz? Eh ben, Carapaz, je disais exactement la même chose. L'année dernière, je voulais qu'il attaque. J'étais déçu de lui, je te le disais, franchement. Et cette année, moi, là, par exemple, Romain Bardet, je trouve ça inintéressant, qui s'accroche aujourd'hui comme un dératé pour continuer à aller chercher un podium totalement hypothétique, mec. Fais-toi lâcher, va chercher et fais-toi kiffer. Tu m'as pas donné le token, Polo. Putain, bah attends, je le fais. Bah, attends, vas-y, donne-moi le jeton. Donne-moi le jeton. T'inquiète, je suis dessus. Je suis complètement d'accord avec Polo, moi. Mais il a déjà gagné le Tour de France. Va chercher un podium. Et pourquoi Gaudu le fait pas alors? Mais gros, ils sont 72, les Jumbo, ils sont 1,5 et UAE, ils sont 2 et un mec qui fait caca à la fin du peloton. Pitcock, il est lâché dans Péguerre. Pitcock, il est lâché dans Péguerre. Martinez, dans l'échappée, il tient même pas le rythme de Hugo Hull, de Woods, de Jorgensen, de Storer. Tu veux qu'il fasse quoi, Martinez? Il va rien faire. Pitcock, il est lâché dans Péguerre. Yates, il est largué aussi. Il était tout seul, Thomas, aujourd'hui. Et Gaudu, lui, ils sont dans une autre bagarre. À un moment, ils se mettent même à rouler tranquille, à faire le tempo. Bardet, c'est Jumbo et ils sont tout seuls avec les. C'est pas leur match. C'est pas leur match. Et Bardet, je vois ça. Ils ont décidé que c'était pas leur match. Le mec, il a décidé. C'est Pogacar et Vingegaard qui ont décidé. On ne sait pas s'ils sont intouchables. On ne sait pas s'ils sont intouchables. Pogacar et Vingegaard leur ont montré que c'était pas leur match. Et Bardet le disait aussi, il y a quelques jours, quand il était encore très bien classé avant son coup de moins bien d'aujourd'hui, on lui disait: est-ce que vous allez tout faire pour aller gagner le Tour? Bah non, il peut pas le gagner le Tour. Il n'y a pas de secret. Et leur bagarre à eux, c'est le podium. Et aujourd'hui, Geraint Thomas, il est assis sur sa 3e place et plutôt bien. Il a 1 minute 1:30 d'avance sur Quintana et un peu plus sur Gaudu. Et il est le meilleur rouleur en contre-la-montre. Je dis pas le contraire, mais dans ta chance, fais un truc, attaque dans une descente, mets-le en difficulté. Le mec, il peut faire une faute, il va perdre 2 minutes. Je dis pas qu'il va le pousser à la mort, je dis pas ça. Je dis juste que tente des choses. Là, il est là, il suit, il sert à rien. Franchement, c'est nul.
Joseph, vraiment, je repars sur cet argument qui est un peu un argument de merde, mais qui est quand même intéressant. Si David Gaudu fait la même chose, le même temps que Geraint Thomas, tu C'est pas tu vrai. dirais la même C'est pas chose? vrai. Mais C'est si, pas on sauterait vrai. au plafond. Moi, je pars du principe que je Et te le moi, je reproche sauterais pas au si t'as plafond. jamais. Je sauterais au plafond si Gaudu faisait le même tour que Geraint Tu Thomas. peux pas, c'est trop. Et alors, Méfie-toi, je suis très grand. Je Et suis en très, plus, très grand. et en plus, non, parce que Bardet, moi, depuis le début du tour, je défends qu'il doit viser des victoires d'étape, que c'est très bien. Dès que j'ai vu en fait qu'à la pédale derrière le Granon, il n'était pas capable de suivre. Gros, t'as déjà fait podium 2 Non, mais fois. on a Fais-toi pris plaisir, l'habitude va d'avoir des mecs. On a pris l'habitude d'avoir un Pogacar, d'avoir une équipe Jumbo-Visma qui vient de renverser le tour. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Geraint Thomas, il est 3e ou 4e dans la hiérarchie tous les jours où c'est en montagne. C'est déjà incroyable qu'il soit là. Il ne peut pas faire mieux. Il a 36 ans. Il ne Non. peut tout Il simplement n'a pas pas lu se les tweets bagarrer de avec Romain Vingegaard et Bardet. Pogacar. En Romain fait, Bardet, il a le dit problème, take the risk or lose the chance. Parle Joseph, anglais en plus. le problème, en fait, le truc qu'on reproche à Geraint Thomas, c'est d'être trop régulier, d'être trop fort. D'être trop fort, mais pas assez pour. Geraint Thomas, il est coincé, en fait, dans sa position. Le mec est plus fort que Ah, il est n'importe quel coincé, coureur derrière lui. clair. Il est plus fort que Gaudu, il est plus fort que Bardet, il est plus fort que Quintana, il est plus fort qu'Adam Yates, il est plus fort que Vlasov, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort Mais vous partez, Vingegaard. vous avez des certitudes parce que vous Mais à chaque imaginez fois que c'est à chaque Papy, fois que ça c'est Papy grimpe, derrière alors, le jeu. mais à c'est quoi, chaque fois que ça gros, grimpe, ces certitudes, elles sont avérées. On va Joseph. pas demander à Chaque fois Romain que ça Bardet grimpe. de faire les sprints contre tente Marc d'attaquer Cavendish. autre part que quand ça grimpe. Fais quelque chose. T'as une équipe, vous êtes 72 000, gros. Bah, du coup, on n'a qu'à demander à David Gaudu d'aller faire tous les sprints massifs sur le Tour de France. On sait jamais au cas où. Non, mais ça, eh ben pourquoi pas? Il envoie quelqu'un, il les fait tous tomber, hop, il gagne. Non, mais, Non, mais tu vois, Et je le pense sondage, qu'il n'est messieurs. pas si loin. Je pense Le qu'il n'est pas sondage. si loin. Pour aller chercher au moins une deuxième place, tu sais le pas, sondage est teste clair, Pogacar. Polo. Je te dis même pas de potentiellement d'abord d'aller chercher la victoire. Va presque essayer déjà d'aller chercher une deuxième place. Pogacar, il n'est pas si loin de toi. Tu peux faire match dans le match sur le contre-la-montre. Gros, attaque-le, vois ce qu'il peut donner. Aujourd'hui, il est pas bien, moi, tu le vois. Et aujourd'hui, il a vu qu'il n'était pas bien sur un terrain Pogacar, hyper intéressant pour Pogacar. Geraint Thomas, demain, je veux qu'il le Il teste. est quand même pas à la rue, Thomas, aujourd'hui. Et il n'est pas à la rue. Je dis pas qu'il est à la rue, justement, il est pas si mal. Il y a que Quintana qui est mieux que lui, quoi. Dans les mecs qui jouent la même chose que lui. Non, mais voilà. Tu fais bien de parler de Quintana parce que je voulais en parler, les gars, pour passer à autre chose. Franchement, impressionnant, l'ami. Ouais, incroyable. Franchement, il a eu une mauvaise journée à la planche. Il en a eu une autre, c'était l'Alpe d'Huez, il est un peu moins bien. L'Alpe, il prend un tir. La planche, c'était pas très grave parce que ça se comptait vraiment en poignées de secondes. L'Alpe d'Huez, je me suis dit, finalement, il avait peut-être un peu été en sur-régime au Granon, notre ami Quintana, mais voilà, il va être aux alentours de la 7, 8, 9e place. Et finalement, non, il le joue son podium. Alors, il est un petit peu loin de Et Geraint Thomas. grâce à quoi? Grâce à une attaque au Granon. Parce qu'il a pu. Aujourd'hui, il a pu. Aujourd'hui, il s'est accroché, il a sucé des ronds comme il pouvait. Faut trouver le bon moment. Il faut aussi avoir les jambes. Que les deux autres, ils se regardent. Mais il y a des moments, ils se regardent, il peut essayer. La marge de manœuvre de Geraint Thomas, s'il bouge, Pogacar saute dans sa roue à l'instant où Geraint Thomas se met à son niveau pour attaquer. Il lui met un contre et Thomas, il est plus là. Et c'est fini. Geraint Thomas est coincé. Peut-être qu'il aimerait courir différemment. C'est possible. Geraint Thomas est coincé par, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un duo qui est devant, qui est beaucoup plus fort que lui, dont un des deux de ce duo. La merde. Un de ces deux qui est. Non, mais ça, on a tendance à l'oublier. J'ai pas exactement en tête l'écart de secondes qu'il y a entre Thomas et Pogacar, mais ils sont à côté au classement. Pogacar ne laissera jamais partir Geraint Thomas. En plus, il est plus fort que lui en montagne. Il y a 21 secondes. Mais qu'il le teste, c'est pas impossible, on sait jamais. Le cycliste, tu sais jamais ce qui se passe dans le corps de ton adversaire. Mais tu vois bien quand même qu'à chaque fois que Pogacar accélère, Thomas, il a la langue qui touche le sol et il galère 10 minutes à revenir. Sur le Granon, il l'a fait. On sait pas, la vérité d'un jour, c'est pas la même chose. On sait jamais ce qui peut se passer. Joseph, sur le Granon, Geraint Thomas, il l'a fait. Sur la banane, moi, ça me fait peur. Non, mais parce que là, sur le Granon, Geraint Thomas, il a lâché Pogacar. Quand il a pu le faire, il l'a fait. C'est pour ça que je comprends cette frustration, mais c'est cette espèce d'environnement ambiant
qui monte un peu contre Ineos, etc. Je ne comprends pas. Non, moi j'adore. Non, mais non, mais Oui, c'est non, vrai, mais j'adore. je Il y avait comprends. l'histoire d'une course. Non, mais juste dire, depuis le début de l'année, on est les premiers à dire que Ineos, franchement, sur les classiques, c'est une équipe hyper offensive, qui font plaisir, que ça n'a rien à voir avec ce qui était reproché potentiellement à la Sky, d'étouffer les courses. Et c'est justement cet esprit offensif-là que j'aimais, de tester, voilà, de pas s'annoncer vaincu sur sur une étape et l'autre, tu pars du principe que ce sera exactement la même. Et Je c'est pars- ça que j'aimais. Moi, j'aime beaucoup Ineos. Donc, je dis pas ça par haine de Ineos, moi, de mon côté. Après, si certains le disent par haine de Ineos, je trouve ça extrêmement dommage. Mais c'est pas le cas, pour moi, en tout Moi, cas. juste pour terminer là-dessus, encore une fois, de mon point de vue, c'est que Geraint Thomas doit assurer un podium parce qu'il est encore loin d'être assuré. Et Geraint Thomas, s'il regarde devant, il va voir que Pogacar et Vingegaard sont plus forts que lui, qu'il n'a pas beaucoup de retard sur Pogacar et que du coup, il n'a pas la latitude pour anticiper, pour attaquer de loin. Quand il va vouloir le faire, le Slovène sera toujours dans sa roue. Je pense que Geraint Thomas est bloqué par ce classement général, mais je pense qu'il s'en accommode très bien. Il a juste à s'accrocher, à rouler, et à ce jeu-là, il est plus fort que les autres derrière. Et je ne l'ai pas trouvé non plus énormément plus offensif, enfin moins offensif plutôt, que les gens derrière lui. Donc, Nilou, on en t'entend plus, attendant, Joseph, mais c'est parce que ils disent des choses intéressantes aussi. Je vais quand même pas les empêcher de parler. mais voilà, moi, moi Problème de son. j'entends tellement ce que tu dis, Joseph, parce que je comprends qu'on a toujours envie de voir des attaques et des choses se mettre en place, surtout sur un Tour de France qui est prompt depuis le début à voir ce genre de choses. Là, le jeu d'Ineos, c'est le statu quo. C'est de continuer de s'accrocher le plus à Pogacar et étant donné potentiellement profiter d'une nouvelle défaillance du Slovène et surtout continuer de creuser sur les adversaires au podium. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Quintana a été très fort et pour moi, la menace pour Thomas, elle vient surtout de là. Peut-être de David Gaudu, si David Gaudu se Ah tiens, révèle je très mets le costaud dans les classement Pyrénées. général. Paul, Vas-y. je mets le classement Moi, général pour voir un peu où on en est, justement. j'ai David Gaudu là. Ah, c'est bon. Et voilà. Donc, toujours 2,22 d'avance sur Pogacar. On a 21 secondes d'écart entre Pogacar et Geraint Thomas. On n'en parle pas assez. Par contre, Geraint Thomas, s'il commence à avoir peur de Nairo Quintana, à qui il va mettre une minute sur le contre-la-montre, Robin, Non, c'est pas avoir parle peur, de c'est cette menace, qu'aujourd'hui, ça va on pas a le quand même faire. vu un Quintana, on a quand même vu un Quintana qui était costaud. Autant Gaudu, tu vois, il était un peu en galère dans la montée, mais Quintana était fort. C'était le seul concrètement capable de suivre Vingegaard et Pogacar et Sepp Kuss. Alors Sepp Kuss, juste pour en dire un mot, très fort aujourd'hui, on est d'accord, rien à dire, comme à l'Alpe d'Huez, mais Sepp Kuss, c'est un jour sur 4. Donc j'attends de voir quand même demain et Alors, après-demain. tu vas te faire engueuler s'il est bon demain Ah encore bah s'il est Sepkus. bon demain après-demain, je l'ai dans l'os. Hein. Souviens-toi de ce que je t'ai dit ce matin, Robin. Le Sepkus Woodpulse de 3e semaine, on le connaît. Et lui qui n'a pas mis un coup de pédale la première semaine, c'est un peu montré en deuxième. J'ai l'impression qu'il va nous faire une masterclass sur cette Et troisième. s'il arrive à faire 3 étapes costauds sur le tour, tant mieux pour Jumbo-Visma. Hein. En tout Mais cas, moi, encore c'est pas un mec aujourd'hui. qui me rassure, parce que le fait de savoir qu'il peut à tout moment être totalement à la ramasse, je ne suis pas rassuré quand mon lieutenant, c'est Sepp Kuss. Je préfère Primoz Roglic ou Steven Kruijswijk. Mais En donc, tout cas, Quintana, tu le dis bien, dossier, Joseph, il y a quand même une 30 d'écart entre Thomas et Quintana. Si tu dis, allez, il perd 2 minutes 30, on va être assez optimiste sur le contre-la-montre de Quintana par rapport à Thomas, ça veut dire qu'il a 4 minutes à rattraper. Dans les 2 étapes qui arrivent. Ça fait beaucoup. C'est pour ça que j'y crois pas, malheureusement pour Nairo Quintana. Mais donc, Geraint quand t'es Thomas Geraint n'a Thomas, quasiment rien à perdre. tu te dis quand même, il faut pas faire n'importe quoi. Parce Je que te 4 dis pas minutes, de faut faire pas... n'importe quoi. Après, ça dépend aussi ce que dis tu... de. En montagne, en montagne, il peut perdre une minute sur Quintana ou Ça changera rien, ce sera même pas grave. Ou Godu demain. Oui, enfin, Ouais, s'il S'il perd une minute, perd une minute demain, ça change rien. Mais s'il perd 2 et 2, il est dans la merde. Hein. Ouais. Après, 2 et 2, ça fait 3, donc c'est pas beaucoup non plus. mais là, enfin bref, on va pas repartir sur Thomas. Oui, parce qu'en plus, on a des trucs encore intéressants à évoquer. Et on a parlé globalement, voilà. Alors, ce qui change dans le classement général, Nairo Quintana gagne donc 2 places et 4e. David Gaudu gagne 3 places. Il est désormais 8. C'est quoi? Ouais, non, mais parce que les chiffres, là, ils sont bizarres sur le côté. Encore. Non, mais les chiffres, sur le côté, ils sont bizarres. C'est les anciens chiffres. C'est la place d'avant. Ouais, voilà, je comprenais pas. Je me suis dit, c'est bizarre. C'est la place d'avant, effectivement, ce qui est d'ailleurs bizarre. Bref. Donc, qui est 4e, David Gaudu 5e, Adam Yates qui perd une place, qui se retrouve donc 6e,
Louis Mentis qui tient bien et Belle Vlasov étape qui fait aujourd'hui. une belle opération. Et par contre, Romain Bardet qui fait. Bon, on n'a pas encore parlé de Romain Bardet d'ailleurs, qui fait une terrible opération, les gars. On sent. Alors, il s'est mal senti aujourd'hui, mais globalement, j'ai l'impression que Romain Bardet, peut-être va devoir se tourner vers autre chose. Ça fait plusieurs jours compliqués en tout cas. Ça fait plusieurs étapes. Mende, c'était déjà un petit peu compliqué. L'Alpe d'Huez, c'était compliqué. Le Granon, c'était incroyable, on est d'accord. Mais depuis, finalement, les jours passent et Romain Bardet perd un petit peu de temps à chaque fois. Aujourd'hui, il perd beaucoup. On sait qu'il n'aime pas spécialement les lendemains de journée de repos. Donc là, ouais, ça fait un peu mal malheureusement. Et ça peut peut-être en effet lui donner une certaine latitude. Après, malheureusement, il va tomber contre des Bora qui vont rouler pour la place de Vlasov, des Intermarchés, s'ils ont la main-d'œuvre, qui vont rouler pour Menties, des Groupama FDJ qui vont rouler pour la place de Godu. Donc c'est ça qui peut être un peu emmerdant. En tout cas, ouais, c'est dommage pour Romain Bardet. On a beaucoup cru qu'il allait être Enfin, j'ai cru à un moment qu'il allait être le 3e homme en montagne, mais malheureusement, non, ce sera visiblement pas lui. Moi aussi, comme toi, Robin, j'y ai beaucoup cru au début. Je ne m'attendais pas à voir Romain Bardet faillir en 3e semaine. Alors, est-ce que c'est lié à sa forme? Est-ce que c'est lié aux conditions météo? Est-ce que c'est lié aussi à l'organisme de Romain Bardet, qui, on le sait, n'aime pas notamment les journées de lendemain, de jours de repos. Je suis Alors, on avait triste. tout, on avait la chaleur et Tu vois, on avait le lendemain de repos. on parlait de Gaël Thomas coincé. Romain Bardet est encore coincé malgré sa défaillance du jour. Je ne vois pas quelle latitude il a pour la suite de ce Tour de France. Il ne joue même plus un top 5 de mon point de vue. Il n'est pas assez loin au classement général par rapport aux équipes dont tu parlais, Robin, pour pouvoir tenter une échappée ou une étape. Je suis embêté pour lui. Franchement, je suis embêté pour lui. L'idée pour moi. Le top 5, il peut le jouer. Le top 5, il peut le jouer parce que Vlasov, il se replace, mais c'est grâce à son échappée. Il va se refaire péter, je pense, rapidement. Par rapport à David Godu, quand même, tu sens que. Il faut chercher Godu et Quintana, quoi, tu vois. Et c'est, à mon avis, ce sera pas simple. Louis Mentis, franchement, sur de la régularité pure, tu sais Mentis, pas. ça a bien tenu aujourd'hui. Ouais, ça va être compliqué. Je suis un peu triste pour lui, vraiment. Pour le coup, je suis Ouais, tu vois, moi j'aurais bien aimé qu'aujourd'hui, à la limite, ils perdent complètement du temps et qu'ils tentent demain. Mais bon, après, globalement, effectivement, on va suivre sa santé. Vous êtes beaucoup à le dire dans le chat que vous êtes un peu inquiet pour la santé de David Godu. Et je c'est pense vrai que surtout qu'il est malade de Bardet. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il est Donc, malade. Romain Bardet, oui, effectivement. Donc, on va suivre ça. Fantasy Discord, les amis, pour voir un peu où on en est. Avec du coup Robin, mais tu remontes sérieusement là. Petit à petit. Ouais, je suis 11e. Remonté j'ai gagné 2 places aujourd'hui. J'avais mis David Godu. Tu peux partager. J'avais assuré en mettant un favori, bien évidemment. Il ne s'agirait pas de prendre des éclats maintenant. Donc clairement, je vais la jouer le moins de risques possible jusqu'à l'arrivée. On va faire l'épicier, mais mon objectif, c'est d'entrer dans le top 10 et d'y rester surtout. Sachant que je vais pas avoir beaucoup de. Je vais devoir me creuser là. Il me reste Quintana que je vais pouvoir jouer demain ou après-demain. Mais par contre, sur la dernière étape de montagne, je vais être un peu court en termes de gars un peu sécures à mettre. Et ensuite, pour les sprints, il ne va pas me rester grand monde non plus. Donc voilà, ça va être un peu la guerre là sur cette dernière semaine. Mais j'aimerais bien rentrer dans ce top 10. Et on souligne Polo dernier, je crois. Bah écoute, moi, je vais être honnête avec la plèbe. Moi, je suis parti à un mariage le week-end dernier. Un mariage où j'ai oublié de jouer 2 fois. Et ça m'a complètement sorti de mon match, je l'avoue. J'étais pas trop mal, même si pas su te remettre dedans. Même si Bissegger me met un peu dans le dur sur le premier jour, j'étais quand même pas trop mal. Mais mes deux DNS m'ont fait trop mal. Et après, j'ai jamais su me remettre dedans. Je préfère me concentrer sur l'analyse et les débats qu'on avait ensemble, Robin, plutôt que sur la fantaisie. C'est de ma faute. Mais du les coup, gars me disent que je vais devoir mettre Sepp Kuss en montagne. Tu sais que ça me ferait mal. Ça te ferait mal, mais tu vas peut-être plus avoir le choix. Et ouais, pour le coup, moi, ouais, je traîne un peu en fond de classement, un peu comme Albert Torres, le pistard espagnol dont on n'a pas du tout parlé depuis le début de ce tour, que ce soit nous, soit à la télé ou pas, à la Movistar, qu'on salue. Mais voilà, je suis le Albert Torres de la fantaisie. Ouais, effectivement. Par contre, il y a du changement sur le trio de leader avec un Léo. Léo, tu étais deuxième et tu passes premier. Tu avais 156 points. Tu en as désormais 162. Donc, tu as mis le 8e
de l'étape du jour. C'est pas Le Vlasov, ça? 8e de l'étape du jour, c'est Simon Geschke. Ah, bien joué. Donc franchement, un beau risque qui paye, qui te permet de prendre la première place. Lucas, tu étais premier avec 155 points. Tu es désormais troisième avec 191 points. Donc tu as mis le 32e de l'étape. 31, je crois. Henrik Mas, non? 31, ouais, Henrik Mas. Parce que si tu as mis le 32e, Christopher Froome, les gars, belle montée, 8 minutes. Il finit pas loin. Avec Lucian Sanchez, un des bêtes du jour de Robin. Et enfin, donc le dernier, c'est du podium, c'est Léo. Léo, c'est qui passe premier. C'est Arthur qui était troisième, qui passe deuxième et qui avait 157 points, qui en a désormais 176. Donc c'était ta chaise. Non, c'était un petit truc que j'ai fait tomber là. Oui. J'étais pas inquiet non plus sur la provenance du bruit. D'accord. Donc Arthur qui se maintient. Voilà pour le trio de tête, les amis. Passons à l'étape de demain. L'étape de demain, étape entre Saint-Gaudens et Péragude. On va passer en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées. Ça, je connais, Joseph. Ah oui. Là, tu connais. Là, t'as monté quoi là? J'ai monté l'Aspin et Péragude. Ah, parle-en-nous alors, Robin. Et ben l'Aspin, c'est un des premiers cols que j'ai monté. Je devais avoir 14 ans, peut-être 13 ans, quelque chose comme ça. Je suis monté dans des conditions compliquées, mais c'était une de mes premières montées avec un vélo de route, parce que mes tout premiers cols montés dans les Pyrénées, j'étais avec un énorme VTT. Et je me rappelle avoir même monté mouliné, quoi. Ouais, et de fou, mais il était très très lourd. Et j'avais toujours l'impression, parce que j'avançais pas trop, que les patins freinaient sur la roue. Et du coup, je me rappelle avoir monté l'Aubisque en desserrant en enlevant le frein, quoi, en enlevant le patin. Bon, après, l'avantage, c'est que ça ne servait pas à grand chose. Pour être sûr qu'il tu les as remis pour la descente? Bah ouais, quand même, c'est des trucs à pas oublier. Mais, ça peut servir. mais tu vois, j'étais tellement en galère dans la montée, je me disais, mais là, il y a un truc qui va pas, c'est sûr, techniquement, ça frotte quelque part. Et Péragude, franchement, c'est honnêtement pas la montée la plus compliquée que j'ai faite dans les Pyrénées. Après, on en parlera dans l'émission de demain, quand on parlera de l'Aubisque et d'Otakam qui arrive. Il y a vraiment une différence entre les premières catégories et les hors catégories, parce que ni l'Aspin ni Péragude ne m'ont laissé des souvenirs de difficultés ahurissants, alors que Otakam, j'ai fait 2 fois et j'ai l'impression les 2 fois que j'allais mourir. Et donc celui dont tu n'as pas parlé, c'est le col de Val-Louron-Azé. Et on voit là que il est franchement pas cadeau non plus, avec un passage à 9% de moyenne et un peu plus de 10 même. Donc à voir si ça peut être une rampe de lancement pour certains. Et voilà donc la montée de Péragude, la fin quand même, elle est ignoble à 16%. La fin est dure, quand tu arrives tout en haut là. Bardet avait gagné c'est vraiment la fin. Et encore, ça va à 2 à l'heure. Hein. Quand tu as un mec qui est leader à 50 mètres de la ligne, il peut se retrouver 8e sur la ligne d'arrivée. Hein. Donc Péragude, il faut vraiment attendre jusqu'à la fin avant d'annoncer le vainqueur. Je remets le général. 3 cols de première catégorie. Paul, est-ce que il y a la Hourcade d'Orcisan quand même, faut pas oublier. Il y a la Hourcade d'Orcisan aussi, parce que c'est pas facile. C'est relativement compliqué. Est-ce que tu aimes cette étape? Est-ce que tu y vois Je l'aime beaucoup parce qu'elle est courte, je l'aime beaucoup parce qu'elle est dense. C'est une vraie étape de montagne, là, pour le coup, contrairement à certaines étapes qu'on a vues depuis quelques jours. Ce ne sera pas une course de côte. Moi, je pense que là, tu as le terrain de jeu, encore une fois, c'est mon expression, ça, je pense, du Tour de France, le terrain de jeu. Que je dis une fois par émission. Comme le dit Bambi, tu as 60 km et 4 cols. Là, tu n'as pas d'excuses. Parce que c'est rapide, 130 bornes en tout. C'est ça. T'as pas d'excuses, là. Tu vois, alors, tu as Bambi qui nous parlait, je crois, dans le chat, qui nous disait que Madouas avait promis que la FDJ allait bouger demain. Pogacar l'a promis hier qu'il allait aussi bouger. Pogacar, il a promis qu'il allait bouger tous les jours. C'est ça. Là, il y a vraiment des choses à faire. Des coureurs ont perdu du temps sur Péragude et sur des étapes de ce genre. Des vainqueurs de Tour de France ont perdu du temps sur ce genre de montée. Franchement, il y a le terrain de jeu, je le répète, pour en mettre absolument partout. Je veux que cette équipe UAE fasse un tempo de l'espace dans le col d'Aspin. Et ben, ils se démerdent. Et ben, il y en a qu'un. Il en reste 2. Il reste McNulty, Maika. Et de toute façon, si Pogacar attaque après ces 2 relais, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus personne. Donc voilà ce qu'on veut voir demain. On veut voir une étape. Attends, tu veux qu'ils mettent un tempo dans l'Aspin? Dans l'Aspin, gros. Dans l'Aspin. Ils vont mourir.
Mais c'est pas le problème. Ce qu'il faut se dire, c'est pas que lui va mourir, Joseph, c'est tu que veux les du mecs derrière, spectacle ou pas les mecs derrière veulent mourir. Les mecs derrière Ineos, ils doivent mettre un potentiellement tempo dans la main Pourquoi faire? pour isoler Pogacar et Vingegaard. Et après, ils prennent une dragée, ils sont tout seuls. Au moins, c'est drôle, on s'amuse. Gaël Thomas On se regarde droit dans les yeux et on tombe dans les descentes. Voilà, mais tu vois, comme le Je dit ne Nilou, souhaite pas qu'il tombe dans les descentes, Comme c'est le pour dit- rigoler. comme le dit Nilou C'est dans pas le drôle, chat, d'ailleurs. Poggi doit isoler Vingegaard. Alors, on sait que c'est un grand mythe, ça, depuis une semaine et demie, mais c'est faisable. Moi, je suis d'accord, et je trouve que c'est justement ce que Pogacar ne fait pas en se retournant en permanence pour voir où est Oui, bien Vingegaard, sûr. et en s'arrêtant, et il laisse les autres revenir. Aujourd'hui, c'était Sepp Kuss, d'autres jours, c'était Roglic, Et Van Aert, quand si même, tu veux. même Voilà. s'il était dans l'échappée avant, il est toujours présent. Par un moyen ou par un autre. Non, Ça, mais c'est quand voilà. même incroyable, le table de Van Aert. Demain c'est bien tracé, c'est court, ça va être nerveux. C'est un beau terrain de jeu. Vu la longueur, exactement, Joseph, vu la longueur de l'étape, ça va se jouer entre les favoris. Donc, il y aura aussi cette carotte de la bonification et de la belle victoire d'étape à aller chercher. Franchement, demain, on a tout. C'est une très belle étape, je l'attends avec impatience. Et de toute façon, on ne va pas se mentir, si les écarts sont les mêmes avant l'étape de Otaka, il ne faudra pas s'attendre à des choses extraordinaires sur cette étape. Et il fera moins chaud. Et il fera moins chaud. Demain, Arthur disait 26 degrés à Péragudes. Je ne sais pas d'où il sort les infos, mais on peut. C'est sur cette étape qu'on doit se fier pour moi. Si Pogacar veut renverser le tour, ça doit se faire demain. Météo France, Lou d'Anvielle. Demain, les amis, après-midi, 23 degrés. Pas mal, hein. Ça, c'est une température slovène. C'est parfait. Attention. Ça, on peut se régaler. Donc voilà pour l'étape de demain, les amis. C'est l'heure désormais de la chronique de Robin. On revient, on éteint les lumières, on met le casque et on écoute l'arrêt de Robin. Alors Robin, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? On va parler du Tour 1988 et d'un événement un peu particulier, le contrôle positif de Pedro Delgado qu'on voit en photo maillot jaune, parce qu'il a bien gagné ce Tour de France, c'est ce qui est incroyable, alors que le 19 juillet 88, quelques jours avant l'arrivée, il y a tout juste 34 ans du coup, l'information s'était répandue concernant son contrôle positif intervenu quelques jours plus tôt sur le contre-la-montre entre Grenoble et Villard-de-Lans que Delgado avait largement gagné. À l'époque, c'était Patrick Chen qui avait livré le scoop à la fin du journal du Tour sur Antenne 2. Patrick Chen, c'était le commentateur du Tour de France. Il dit « Nous avons appris que dans les heures ou les jours qui viennent, devrait être annoncé un problème de contrôle positif grave contre Pedro Delgado, maillot jaune du Tour de France. » Il n'y a pas encore de confirmation de la part de la direction de l'épreuve, mais tout de suite après l'annonce, tous les médias rappliquent à l'hôtel de l'équipe Reynolds, l'équipe qui deviendra ensuite Banesto, qui sera aussi celle de Miguel Indurain, et plus tard qui deviendra Caisse d'Épargne et Movistar. Donc Delgado est alpagué. Il demande dans un premier temps à ce qu'on le laisse manger tranquillement, faire sa récup et dîner en paix. Et plus tard, il repasse devant la presse et il se défend, assurant qu'il n'a jamais rien pris. Il dit « Jusqu'ici, j'étais tranquille, mais maintenant j'ai peur d'avoir bu une bouteille trafiquée, c'est la seule hypothèse. Ça va devenir la ligne de défense de Delgado et de son équipe. Dire que c'est un spectateur malveillant qui lui a tendu une boisson dans un col et que malheureusement il l'a pris et c'était trafiqué. » Jean-Marie Leblanc, qui est journaliste pour l'équipe et pas encore directeur du Tour, il écrit alors dans son journal « Le Tour de France danse ce soir au rythme d'une valse hésitation assez malsaine. » Et ce qui est ouf, c'est que la sanction en fait qui est évoquée, si par hasard ce contrôle positif est confirmé, c'est une pénalité, et tu vas me dire le temps de pénalité en plus. Pénalité de 10 minutes, alors qu'aujourd'hui tu prendrais 2 ans. Hein. Donc c'était quand même une sacrée autre époque. Pour te donner une idée, il y a un autre coureur. Après un carton jaune au rugby, quoi. Ouais, voilà. Il y a un autre mec qui est positif, c'est Teuniss, le néerlandais. Et lui, il n'arrivera pas à se défendre de la même façon. Il prendra 10 minutes de pénalité, ce qui est quand même assez rocambolesque. Mais voilà, finalement, ce serait quand même assez, 10 minutes de pénalité pour faire perdre ce tour à Pedro Delgado, qui est maillot jaune, avec seulement, entre guillemets, 4 minutes d'avance. Donc c'est quand même un enjeu assez fort de cette dernière semaine du Tour à l'époque. Et finalement, quelques jours plus tard, le coup près tombe. L'UCI annonce que Pedro Delgado est blanchi. La probénécide, qui est la substance retrouvée dans ses urines, elle est interdite par le CIO, mais pas par l'UCI, donc le CIO, comité olympique, et l'UCI, la Fédération internationale de cyclisme. La probénécide, c'est pour donner le détail, c'est un produit qui permet notamment de masquer la prise de stéroïdes anabolisants. Donc c'est quand même assez sérieux comme dopage. Sauf que tout ça n'est pas très clair, puisque en théorie, je vous ai dit, c'est interdit par le CIO, pas par l'UCI, sauf qu'en théorie, depuis 1987, l'UCI avait accepté d'avoir la même liste de produits interdits que le CIO. Sans avoir en gros à mettre à jour la sienne, il prenait simplement celle du CIO. Donc la probénécide qui était interdite par le CIO,
ça devait faire sauter Pedro Delgado, ça devait être automatique. Mais malheureusement ou heureusement pour Delgado, ça passe pour cette fois. C'est un petit peu un gros imbroglio. L'UCI communiquera quand même pour dire que le 1er août, donc 11 jours plus tard ou 12 jours plus tard, le produit, il est désormais dans la liste des produits interdits. Mais le 19 juillet, ça passe. Le 1er août, non, 19 juillet, oui. Et à l'époque, c'est Luis Puig, un Espagnol, qui est président de l'UCI, espagnol comme Pedro Delgado. Donc forcément, ça fait un peu Je parler. vois pas de quoi tu parles. Ça dénonce quelques potentiels magouilles compatriotes. Et Delgado, lui, il se défend. Il dit: j'affirme être un garçon sain, mais ça fait léger un petit peu comme défense. Ouais, il continue donc le tour, il garde son maillot jaune, mais en gros, il y a tout le monde qui dit que bah voilà, tu restes, mais c'est parce que c'est un point de règlement qui te le permet, quoi. Ouais, un point de règlement un petit peu paradoxal. Jean-Pierre Courcol, qui est à l'époque directeur par intérim du Tour de France, il se fend d'un édito intitulé J'ai honte dans l'équipe. Il écrit: je pensais jusqu'à présent que le pouvoir sportif était le principal garant de la régularité des épreuves. Je m'étais trompé. Je sais aujourd'hui que la lettre peut remplacer l'esprit. Il dénonce du coup le point de règlement qui, voilà, même si c'est quelque chose qui n'est pas du tout éthique, permet à Pedro Delgado de rester en course. Certains coureurs prennent même la parole. Il y a Andy Amsten qui à l'époque est réputé pour être un coureur propre et qui prend position sur les sujets de dopage, qui dit: c'est un crime d'avoir laissé le maillot jaune à Delgado. Il a pris une drogue et c'est ce que les commissaires auraient dû retenir. Si on a recours à la drogue, on ne fait plus de sport. À l'arrivée sur les Champs-Élysées, l'équipe parle d'un tour qu'il s'agira d'oublier assez vite. La une du journal, elle est claire, c'est Delgado, point final. Ouais. Et Delgado donc a gagné effectivement en 88 devant Steven Rooks et Fabio Henrique Parra. Il deviendra ensuite le coéquipier de Miguel Indurain, notamment l'année de son premier tour vainqueur en 91, pardon. En 91. Alors je sais pas si c'est lui d'ailleurs, si c'est lui, hein, Steven Rooks. Je connais le maillot à poids là, c'est peut-être Tennis. J'ai un petit doute. Ah, c'est peut-être Tennis. Ouais, mais c'est possible parce que après c'est sûrement dans le premier massif, mais Rooks avait gagné le maillot à poids, mais devant Tennis, justement, son équipier chez PDM. D'accord. Bah, vous allez les anciens du chat qui ont vécu ce tour pourront peut-être nous dire. Je t'avoue que moi de tête, il me semble que Tennis avait. Ah, c'est peut-être Rooks parce que Tennis avait les cheveux plus longs et peut-être un peu plus dégarnis. Donc t'as sûrement raison, Joseph. Ouais, là je suis en train de regarder effectivement d'après les images que je vois, Tennis il paraît. Il ressemble à Orelsan, Tennis. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit air. Ouais, c'est incroyable. Montre-le au chat. Ah, vas-y, attends, je le montre immédiatement. Attends. Parce que c'est quand même. Ouais, les gars confirment dans le chat que c'est bien Rooks. Tennis. Je sais pas comment. T-H-E-U. Tu vas c'est ce que j'ai fait. T-H-E-U-N-I. 2 S-E. Mais sur PCS, tu n'auras peut-être pas une photo. Hein. Ou alors si, regarde, frère. Ah, c'est Aurel. C'est incroyable. Il est né chez Daniel. Sacré Il est né dans Daniel. Ouais, c'est ouf. Panasonic. Avec un joli maillot. Tu l'as partagé, Paul, la photo de. Non. Ça montre parce que. Mais je montre, Joseph. Hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça que tu me dis non. Tu me dis non. Bah oui, Joseph. Tu me dis non. Ça fait 40 secondes. Ah, c'était une blague. C'était ironique, ok. 40 secondes que tu parles d'une photo, je la vois s'afficher, je me dis bah non, je vais pas la montrer au chat, quoi. Non, merde. Bah ouais, je pensais que tu faisais de la rétention. J'ai pas compris. Aurel Sal, exactement. Un mélange de Nadal et Bernard Tapie, ouais, clairement. Nadal et Bernard Tapie. Il y a du truc. J'aime beaucoup ce genre de petits cacassés. Merci Robin. Du coup, est-ce que tu sais de ce dont on va parler demain? Ouais, on fera la suite. On parlera de Miguel Indurain qui a pris son premier maillot jaune en 91 à Val-Louron, puisque demain ça passera par Val-Louron, exactement. Comme quoi les choses sont bien faites. Hein. Eh bien, effectivement. En fait. C'est vrai. Tout est très bien fait. Ok, merci beaucoup, mon Robin. Du coup, on va passer au quiz. Alors, il y a, rappelez-moi le. 14-10. 14-10. Je mets des lunettes, je rappelle à tous, c'est des lunettes trafiquées, comme les bouteilles de Pedro Delgado, pour être sûr de ne pas tricher au quiz. Ouais, parce qu'en gros, mais pourquoi? Parce qu'on te l'a reproché. Quelqu'un m'a dit, tu lis le chat pendant le quiz, alors qu'en fait, je te regardais toi. Mais c'est vrai que du coup, j'ai les yeux baissés et on sait pas trop de quel côté j'ai le chat et j'ai ta tête, tu vois. Ouais. En fait, je regarde le mec qui fait les questions, quoi. D'accord, ok. Ouais, je comprends. Okay. Mais du coup, là, je vais mettre ça, comme ça, il n'y a plus de doute possible. Ah oui, là, on peut pas se tromper. Mais vous inquiétez pas. Je mettrai juste peut-être pas le jour où il y aura Bernard Hinault pour éviter de passer pour un con, tu vois. Ouais, parce que ça, on le rappelle. Oui, on
peut le dire, Polo. Oui, je pense, ouais. On devait le faire au tout début de l'émission, On l'a au moment où il y avait vraiment le plus de monde. Mais oui, bah rappelle-le, Joseph. Eh ben demain, du coup, bah, je vous mets le petit visuel parce qu'on a mis les petits plats dans les grands. Les amis, pour ceux qui n'ont pas vu, donc demain, on sera avec Bernard Hinault. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'à 19h, on va Après-demain, faire après-demain. après-demain. Vous as raison. Jeudi, donc après au Takam, on sera avec Bernard Hinault. Donc en gros, on va faire notre débrief. Et puis à la fin de notre débrief, il va arriver et on va parler tous ensemble avec Bernard Hinault de son histoire sur sur le Tour de France. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez qu'on parle de certaines choses sur le Tour de France avec lui, s'il y a certains éléments sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne. Tu lui feras une chanson, Joseph. Je pense qu'on va éviter. Oui. Nous Ouais, je avons pense une aussi, ouais. fierté. On va éviter. Mais on peut J'aime bien essayer, Paul qui dit je pense aussi. Ah. Il veut vraiment s'assurer que Joseph ne prévoit rien. C'est clair. C'est clair. Donc voilà, en tout cas, ça va être sympa. On est très très heureux. Franchement, c'est une vraie fierté de le faire. Après, on a vu en fait aussi notamment que l'interview de Robin avec Christophe Moreau avait super bien marché sur YouTube. Ça veut dire que c'est un élément que vous attendez et que qu'on va continuer à mettre en place avec les interviews du jeudi notamment, dont vous avez pris l'habitude sur notre chaîne Roulip 101. Et bien évidemment qu'on mettra ça sur YouTube. Qu'on mettra ça sur YouTube ensuite. Voilà, vous savez tout. Bernard Hinault, donc jeudi après l'étape de Takam. On passe au quiz, aux choses Allez. sérieuses. Aujourd'hui, les amis, nous allons faire un quiz spécial histoire des équipes. Donc en gros, par exemple, quelle était l'équipe Polo, il a un abonnement à l'équipe, hein, t'es au courant? Et alors Il a vu l'article de l'équipe sur les histoires, les je m'en historiques fous. de. Déjà, de un, je ne l'ai pas vu. Et de deux, si toi, t'en parles, c'est que tu l'as vu aussi. Moi, je l'ai vu, mais je l'ai pas lu en entier. Moi, je ne l'ai pas. Moi, je J'aurais l'ai peut-être dû pas aller lu. au bout. Mais Je l'ai c'est pas pas lu grave, du en tout. soi, vous avez le droit de lire des choses. Hein. Ouais. Ouais. Et Mais si on j'espérais l'a lu ce aussi matin, que, c'est l'un un coup de de, main, quand même. que certains de vous, Si les effectivement, questions aient sont lu orientées ce- sur l'article que Robin a lu alors que je l'ai pas lu, ça va être long Voilà. ce quiz pour moi, j'ai l'impression. Non, mais par exemple, je vous pose la question, quelle était l'équipe avant BNB Hotel? Vital Concept. Vital Concept, ouais. Voilà, 1-0 pour Robin. Exactement. Ok, ça marche. Il y a vraiment un Ok. 0 pour Robin? C'était un exemple, non? Non, mais c'était un exemple, bien évidemment. Ah, ok. Ah, tu m'as fait peur. Oui. Ok, c'est parti. Oh, putain, Allez, c'est parti. Je vais pas être bon à ça. Aller sur de la vitesse comme ça, je suis vraiment cata. Vas-y. Quelle était l'équipe juste avant Back Exchange? Orica Greenedge. Non. Non. Chilton Scott. Ouais. Putain, tu vois, ça veut pas sortir, ça va être ça tout le truc. Allez, putain, mais c'est marrant. Pousse fort, Paul. Quelle était l'équipe avant la Bora? NTT. Non. Non. NetApp Endura. Ah, bravo. Elle est dure celle-là. Bravo. Ça, je savais pas. Je l'avais pas lu dans l'équipe ce matin. De 2010. Okay. Quelle était l'équipe avant la Wanty? Vraiment dur celle-là. Vraiment la Wanty. C'est très dur. Franchement, si vous l'avez pas, je vous le donne parce que vous connaissez. Véranda Williams. J'ai envie de te dire oui, mais il y en a une entre les deux. Je sais plus. Accent Job. Ah putain, j'aurais pas. Non, mais si vous l'aviez pas, celle-là, c'est vraiment, elle est vraiment. Comment t'as dit que c'était? Accent Job. Ah, et par contre, avant Accent Job, c'était Véranda Williams. Véranda Williams, exactement. Dommage. Ouais, c'est ça. Quelle était l'équipe avant EF Education? Cannondale, Rapak. Easy Post. Easy Post. J'ai gagné là ou pas? Ouais, t'as gagné, Bug. Allez, lourd. T'as gagné. Quelle était l'équipe avant Europcar? B-Box. Bouygues Télécom. Polo, c'est toi qui l'as. Bien joué. J'étais long. Ah, t'as été rapide, gros. J'ai l'impression d'avoir été hyper rapide. Tu le dis une demi-seconde après moi, quoi. Ça fait 3-1. Ça fait 3-1. Ok. Alors, quelle était l'équipe avant Arkea? Fortunéo, Samsic. Ouais, bien joué, Fortunéo.
Putain, merde. Exactement. Quelle était l'équipe avant AG2R? Agritubel. Non, c'est pas la Dommage. même. Casino. Non, G2R. Non, ça peut être un piège. Comment ça, c'est pas Casino? Il y en avait. C'est un piège. Je veux dire la mondiale? Non, en fait, il n'y en Avant avait pas. AG2R Citroën? Alors, en fait, il n'y en avait pas. Ah, ok. Bah si, il y avait ce Casino, c'était bien avant AG2R. Non, parce que en fait, d'après l'équipe, il faut que je lise pourquoi. Mais donc d'après c'est bien l'équipe, ils l'article de mettent l'équipe, rien. quoi. Ah, Putain, bien merde, sûr, quoi. bien sûr. Mais je pense que Mais ce Robin, n'est il pas l'a la même lu ce entité. matin, ce bâtard. Il a lu Ce n'est la pas- Non, mais il n'y avait, c'est pas pas la Bora, même il y avait pas entité. tous ces trucs-là. Il n'y avait pas Bora, IF et tout. De quoi? Bah, moi, Si, en il tout y cas, avait- j'ai pas vu tous ces trucs-là. J'ai C'est juste pas, vu c'est pas, Rabobank. c'est pas celui de ce matin. Oui, Ok. je sais pas, je l'ai pas lu. C'est pas celui de ce matin. Bon, allez. On avance. Donc du coup, il n'y avait pas d'équipe avant un jeu de R. Effectivement, alors c'est pas Casino, faut que je regarde, mais c'est aucune. Je sais pas si vous pensez tous que c'est Casino, c'est que il doit y avoir une parenté, mais ce n'est pas la même, équipe. Ok. Quelle était l'équipe avant la Quick Step? David Taman Lotto. Non, Domo Farm Frites. Il y a Non. soit MaPay, il y a MaPay et après ça devient. Bah, Quickstep, il n'y a rien avant, c'est créé normalement. c'est ma paye. Ah, mais En fait, il y a une période où il n'y a rien. Non, mais 2002, 2003. la Domo, c'est avant Quickstep. Ça, c'est indépendant en fait. Non, ça c'est pas la appartient à même le fait chose. vert. C'est le fait vert, mais en fait, c'est très compliqué tout ce qu'il y a eu entre l'auto et Quickstep actuel en gros. Et Domo, en fait, ça s'est divisé ça a explosé et il y a une bonne partie qui est partie chez l'auto. En fait, là, Mais on parle c'était- vraiment de licences qui ont été. Quelle équipe a racheté quelle licence? En l'occurrence, la Mapei est devenue la Quickstep. Après, il y a eu des sponsors qui sont allés à droite à gauche, etc. Mais ce n'est pas la Quickstep. La Mapei est devenue la Quickstep. D'accord. Voilà. Question suivante. Quelle était l'équipe avant l'Auto NL? Belkin. Oh, il est fort. Bravo. 600. Encore 2 questions. Il y a 5 points d'écart. On peut balancer la question à 3 points. Vas-y. Quelle était l'équipe avant la Movistar? Caisse d'épargne. Il est intouchable. 9-1. Je peux pas faire une question à 8 points. Non, elle vaut 9, elle vaut 9. Non, fais pas Non, de questions on comme va ça, faire- on va s'en faire la bat les- question. s'en bat les couilles. On fait la question à 8 points. Ça veut dire Ok. que juste t'égalises, Paul. Et tu l'empêches de marquer. Ah non, des mais points, j'ai pas envie d'égaliser, gros. Il Si, est mais très si, fort, vas-y, il est très fort. égalise, C'est vrai égalise. qu'il est très fort. Non, mais je comprends, il est très fort. Moi, ça me rendrait fou. Je crois Ah que non, mais il est très fort. En plus, il a lu ce putain d'article. Là. Je l'ai pas lu cet article. Comment tu veux que je me penche sur ces questions-là? T'as à peine dit le dernier mot qui Mais il répond a dit qu'il l'a lu à moitié, ce chien. Oui, honnêtement, j'ai lu les 2 Ouais. premiers paragraphes. Hein. Allez, Il y avait juste, il y avait l'historique de. 1h20 d'émission, les gars, c'est déjà long. C'est trop long. C'est trop long. La question, pour terminer. Quelle était l'équipe avant Alpecin? Skill Shimano. Corandon. Non. Corandon, Euh, Polo. Exactement. Voilà, c'est l'odeur. Les 2 points pour Robin aujourd'hui. Ça fait donc 16-10 pour terminer. Voilà, les amis. Merci à tous d'avoir été avec nous. On rappelle donc l'information, la grosse information. Bien évidemment, on se rassemble demain à 19h et après-demain aussi. Soyez présents parce que on sera ensemble et on sera aussi tous les 3 avec Bernard Hinault qui a la gentillesse de venir parler vélo avec nous. On va parler histoire notamment, de ses exploits sur le Tour de France. Il a sorti une BD qui est très cool notamment, donc on en parlera avec lui. Merci Polo, merci Robin d'avoir été avec nous. Et donc on se Merci, retrouve Joseph. demain sur... oui, pourquoi tu rigoles? Non, c'est le chat, le chat, ils me font rire. Il y en a qui disent que j'ai fait exprès de laisser gagner pas alors que je me suis juste planté.
Ah là là. Et du coup, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain sur Winamax à 11h pour ceux qui le souhaitent. Sinon, bien évidemment, à 19h sur Roue Libre 101. Et merci à tous ceux aussi, bien évidemment, qui commentent les émissions sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre les notifications exactement. Le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Ciao, ciao les amis. Excellente soirée. Bisous. Salut les gars.